Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur You Midi. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Nous honorons bien sûr à la coutume en commençant par l'actualité en langue anglaise. C'est avec vous Ndix. Greetings. Greetings, Alundu. Greetings, ladies and gentlemen. To kickstart this first segment of this bilingual news in West Africa, Nigerian President Bola Ahmed Tinubu has hosted the Ghanaian President John Dramani Mahama in Abuja with regional stability and ECOWAS cohesion at the heart of their discussions. The meeting comes amidst growing political instability within the region as military coups and extremist threats challenge the bloc's authority. Well, as key ECOWAS leaders, their collaboration is seen as crucial in restoring unity and reinforcing the organization's relevance on the global stage. Here is a recap of this latest visit. At a time when it feels like West African regional bloc ECOWAS is crumbling, Nigerian President Bola Ahmed Tinubu has hosted Ghanaian's President John Dramani Mahama at State House in Abuja in his capacity as a chairperson of the regional bloc, with regional stability topping the agenda. This marks Mahama's first official visit to Nigeria since his inauguration on January 7, 2025. The two leaders focus on strengthening bilateral relations and addressing urgent challenges facing the economic community of West African states ECOWAS. The meeting comes at a critical time as the bloc grapples with political instability in the region, where military coups and rising extremism have tested ECOWAS's influence. Recently, President Mahama embarked on a silent tour to Burkina Faso, Niger and Mali, as well as Sierra Leone, in a bid to strengthen regional relations. Tinubu, who visited Mahama in Accra as a special guest at his inauguration following Ghana's December 2024 elections, reaffirmed his confidence in his counterpart's leadership and commitment to regional peace. Their discussions are expected to shape the future direction of ECOWAS, particularly in maintaining cohesion and tackling security threats. As two of ECOWAS's most influential nations, Nigeria and Ghana's cooperation is seen as crucial in restoring stability and reinforcing the bloc's credibility. Their meeting sends a strong message of unity within the sub-region, reassuring the international community that ECOWAS remains a relevant and proactive force within West Africa. Down the African continent, Namibia's President Netumbo Nandi-Ndaitwah remains committed to bringing finality of the genocide negotiations with Germany, says the presidential press secretary Alfredo Hungary, adding that she has a sensitive nature for negotiations. Buka Marambi paints the rest of the story. Germany has officially acknowledged committing genocide during its colonial occupation of Namibia and announced financial aid worth over 1.1 billion euros. This deal was rejected by the Ovaherero and Nama traditional authorities, who are calling for better negotiations. Namibia's presidential press secretary Alfredo Hungary disclosed that the newly inaugurated leadership, Netumbo Nandi-Ndaitwah, is well versed in the complex and sensitive nature of the negotiations surrounding Germany's colonial-era genocide in Namibia, adding that she is committed to bringing finality to the matter. The president is fully aware of the different perspectives on the matter of genocide, apology and reparations, he said. Last year, during her time as vice president, Nandi-Ndaitwah said the government was exploring the creation of a special purpose vehicle to be managed by descendants themselves. In a letter written to government attorney Jabulani Kube, dated March 13, Landless People's Movement leader Bernardus Swart Boyi and 11 traditional authorities requested that a joint declaration on reparation for the Nama and Ovaherero genocides be invalidated and set aside. The declaration was approved by Cabinet on December 12, 2024. The affected parties, however, argued that the agreements between the Namibian and German governments contradict a Namibian parliament resolution on reparations from Germany for the genocide committed in Namibia.
We move away from Southern Africa and stop in the Horn of Africa, where Somalia has received a major shipment of military equipment from the African Union to strengthen its security forces and support regional stability. The delivery on Thursday includes armored vehicles, medical supplies, and essential resources aligned with preparations for the new African Union Stabilization Support Mission in Somalia, AUSOM, set to replace the outgoing AU Transition Mission by July 1, 2025. The recap of these latest developments and a big win for Somalia in this report. Somalia has received a significant shipment of military equipment from the African Union aimed at strengthening its security forces and supporting regional stability. The shipment, which arrived Thursday, includes armored vehicles, helmets, vests and armored personnel carrier, fuel and water tankers, engines, and medical supplies, Somalia's foreign ministry announced. The countries expressed gratitude to the African Union for its continued support in counter-terrorism efforts and institutional development. This development follows the United Nations Security Council's December 2024 resolution authorizing a new AU mission, the African Union Stabilization Support Mission in Somalia AUSOM, and the mission set to replace the AU Transition Mission in Somalia ATMIS will focus on countering Al-Shabaab militants and is expected to be fully operational by July 1, 2025. On the same day, AU officials, Somali government representatives and troop contributing countries concluded a four-day meeting to finalize AUSOM's full structure, sector bodies and deployment plans. Brigadier General Billy Okweki Winter, head of the African Union Commission delegation, emphasized that these efforts will enable the mission to execute its mandate effectively, and this latest security boost comes after discussions between Somali President Hassan Sheikh Mohamud and African Union Commission Chairperson Mohamed Ali Yusuf on enhancing regional stability. In line with cooperation in a bid to strengthen bilateral relations, Libyan Prime Minister Abdulhamid Abiba and the President of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan held a meeting in Abu Dhabi and discussed boosting cooperation in various sectors including energy, economy and investments amongst others. Buka Marambi has the rest of the story. It was in a meeting in Abu Dhabi that the Libyan Prime Minister Abdulhamid Baiba and the President of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discussed the deepening cooperation in critical sectors such as energy, economy and investment. The meeting on Thursday saw the two leaders exchanging views on current regional dynamics and international issues of shared interest, according to a statement released by the Libyan government of national unity. They both said yes on the pivotal need of enhancing bilateral ties in a way that supports peace, prosperity and long-term stability in Libya and across the region, as the engagement underlined the shared interest of both nations in combating extremism, security borders and fostering economic growth. The meeting as well represents a strategic effort to reposition the country as a reliable partner in Arab world following more than a decade of political division, armed conflict and economic breakdown. The UAE Ministry of Foreign Affairs has reaffirmed the UAE's unwavering position that calls for a solution to the conflict in Libya and its full support for efforts to strengthen security, stability and unity in accordance with the roadmap outcomes, Security Council resolutions and the outcomes of the political dialogue endorsed by the United Nations Mission and the UN Security Council. Meanwhile, there has been latest developments following the tensions plaguing South Sudan, and indeed the detention of South Sudan's first Vice President Riek Machar has pushed the country's fragile peace deal onto the brink of collapse, his party said on Thursday. Machar was placed on the house arrest in Juba, the capital, accused of supporting a military group, an allegation his party denies, while the United Nations has warned of a return to widespread conflict, while regional leaders including Kenya's President William Samoei Ruto are scrambling to diffuse the crisis. Here is the rest of that story.
South Sudan's fragile peace agreement is on the brink of collapse following the detention of First Vice President Riek Machar, his party revealed on Thursday. The move has sparked fears of renewed conflict in the country, still recovering from a brutal 2013 to 2018 civil war. The United Nations mission in South Sudan, UN MIS, warned that the country stood at a tipping point, urging all parties to exercise restraint. It said in a statement, and I quote, "This is not only devastating South Sudan, but also affects the entire region." Machar's SPLM-IO party accused government security forces of storming his residence in Juba on Wednesday evening to serve an arrest warrant. He and his wife remain under house arrest accused of backing the White Army military, which recently clashed with the military in Upper Nile State, an allegation his party denies. SPLM-IO Deputy Chair Oyed Nathaniel Pierino declared the peace agreement abrogated, saying its collapse jeopardized South Sudan's stability. Kenyan President William Samoei Ruto said he had spoken to South Sudanese President Salva Kiir Mayardit about the crisis and was sending a special envoy to Juba. Regional leaders, including Uganda's Yoweri Museveni and Ethiopia's Abiy Ahmed, are also involved in diplomatic efforts. The African Union on its part, the Intergovernmental Authority on Development IGAD, and the United Nations Commission for Human Rights in South Sudan have called for calm as tensions continue to rise. Away from that, we now take this human interest story. A sightseeing adventure turned deadly off Egypt's Red Sea coast when a tourist submarine carrying 50 people sank near Hogdada on Thursday. 6 Russian passengers lost their lives, while 39 others, including tourists from India, Norway and Sweden, were equally rescued. Here's the rest of that story. It was a tragedy off Egypt's coast recently when an adventure turned sour. About 6 Russian tourists died and over 38 others were rescued after a sightseeing submarine sank off the Egyptian Red Sea resort of Hurghada on Thursday, officials confirmed. The Red Sea Governorate stated that the vessel Sindbad had 50 people on board, including tourists from Russia, India, Norway and Sweden, along with 5 Egyptian crew members. Rescue teams swiftly evacuated the survivors to hospitals and hotels in Hurghada. The Russian consulate confirmed the fatalities, but emphasized that no passengers or crew were missing. The Sindbad, designated or designed for underwater tours, featured large portholes for viewing marine life and could descend to 25 meters. Unlike the Titan submersible that imploded near the Titanic wreck in 2023, this vessel was intended for shallow, controlled dives. The Red Sea remains a key destination for Egypt's tourism industry, attracting visitors for its coral reefs and historic sites like the pyramids and night cruises. While tourism has rebounded after past security threats, occasional maritime incidents still occur. Authorities have launched an investigation into the cause of the sinking. Governor Ami Hanafi confirmed that the submarine and its captain were properly licensed, and similar accidents have been reported in recent years, including a tourist boat that capsized in June 2024 due to high waves, though without casualties. All our regards to the government of Egypt. Meanwhile, that report on human interest draws us to the end of the first segment of this bilingual news. Ladies and gentlemen, stay tuned because the news continues in the French language. Bon après-midi une fois de plus. Thank you so much, Njix. Mesdames, Messieurs, nous commençons le tour de l'actualité par la crise en RDC. Échange téléphonique jeudi entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont discuté des liens de coopération entre Dakar et Kigali et des initiatives de... Un sommet entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour relancer le dialogue. De son côté, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé l'engagement du Sénégal dans le renforcement de la coopération bilatérale avec le Rwanda, mettant en avant l'importance de la stabilité régionale. Nous avons réaffirmé notre volonté commune de renforcer une coopération exemplaire entre le Sénégal et le Rwanda.
Par ailleurs, il faut noter que l'échange entre les deux présidents s'est inscrit également dans la continuité de la visite de Paul Kagame à Dakar au mois de mai 2024, laquelle a été marquée par un premier entretien après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Les deux dirigeants avaient souligné l'importance d'une coopération forte et mutuellement bénéfique pour relever les défis régionaux lors de cette rencontre. De son côté, le président congolais Félix Tshisekedi poursuit ses consultations avec ses homologues, notamment Joao Lourenço à Luanda, où il a séjourné mercredi. Par ailleurs, lors d'une réunion interinstitutionnelle tenue mardi, Félix Tshisekedi a informé les différents chefs d'institutions étatiques de la fusion des processus de Luanda et de Nairobi, officialisant ainsi la disposition de Kinshasa à négocier avec les rebelles. D'autant que par cette rencontre, le Sénégal se positionne comme un acteur clé dans la recherche de solutions diplomatiques pour une paix durable en RDC et pour la stabilité en Afrique. Merci à vous, Fonnoira. À l'approche de la fête de l'Aïd, l'inquiétude grandit au sein des populations de Port-Soudan. Et pour cause, une flambée des prix conséquente sur les produits de première nécessité dans un contexte économique rendu difficile du fait de la guerre qui a déjà causé 12 millions de déplacés internes. On fait le point dans cet élément. Dans les marchés de Port-Soudan, les habitants déambulent, l'air un peu hagard mais surtout inquiets, alors qu'ils sont en pleine préparation de l'Aïd al-Fitr et que le pays reste à l'ombre de la guerre, ainsi qu'en témoigne Mohamed Nour. La préparation de l'Aïd comprend toujours des exigences, notamment des vêtements pour les enfants, des bonbons et d'autres choses qui doivent être fournis à la famille pour célébrer l'Aïd. Il y a une inflation exorbitante et il n'y a pas de travail pour aider à acheter les produits de première nécessité de l'Aïd. Les personnes à revenus moyens ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins. Amina Mohamed, femme déplacée à cause de la guerre, renchérit par ses propos. Les gens se préparent pour l'Aïd malgré la guerre. Ils sont sur le marché pour acheter leurs besoins. Cette année est différente en raison de la surpopulation, de la flambée des prix et des sources de financement limitées. Des appréhensions qui se lisent sur les visages des potentiels acheteurs de produits divers avant les vacances, malgré cette flambée des prix et l'incertitude économique alimentée par le conflit. C'est le cas de Shaker Saleh qui assume la lourde responsabilité de s'occuper de sa famille dans de telles circonstances. S'il n'y avait pas eu la guerre, l'Aïd aurait un goût différent. Mais maintenant, je suis ici à Port-Soudan et je travaille pour subvenir aux besoins de ma famille qui se trouve à Khartoum. Il faut noter que le Soudan traverse de graves difficultés depuis le déclenchement du conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide en avril 2023. Selon les dernières statistiques des Nations Unies en septembre 2024, les combats ont fait plus de 20 000 morts et plus de 33 000 blessés. Le nombre réel de morts étant potentiellement beaucoup plus élevé en 2025. Toutes choses qui peuvent expliquer des complications, y compris sur les transactions financières, garantes du pouvoir d'achat des habitants, comme le fait remarquer Othman Mohamed. Le processus d'achat et de vente est désormais lié à l'application Bangkok. Les clients demandent aux propriétaires de magasins s'ils ont l'application Bangkok avant d'acheter quoi que ce soit. Certaines personnes, donc moi, n'ont pas l'application sur leur téléphone portable et cela nous rend la tâche bien difficile. En ce moment, plus de la moitié de la population du Soudan souffre d'insécurité alimentaire aiguë, soit plus de 25,6 millions de personnes sur les 50 millions de locaux initialement enregistrés. Par ailleurs, le conflit a déplacé environ 12 millions de personnes, tant à l'intérieur du Soudan que dans les pays voisins, une situation qui pourrait à juste titre compliquer la vie sociopolitique dans la région. Et sur la crise migratoire en Mauritanie, à présent, une délégation malienne conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a effectué une visite ce jeudi 27 mars 2025 en Mauritanie, reçue par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette délégation a souligné la nécessité pour les deux pays de préserver leurs relations d'amitié dans un contexte marqué par l'expulsion des Maliens en situation irrégulière en Mauritanie. À l'issue de la rencontre, la partie mauritanienne s'est engagée à fournir toutes les facilités pour régulariser la situation des Maliens afin qu'ils puissent obtenir des titres de séjour. Les détails dans cet élément signé Guéné.
Aux côtés du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop exprime la préoccupation des autorités maliennes sur la question de l'expulsion de leurs ressortissants de Mauritanie, venus dans un contexte préoccupant marqué par une gestion alarmante de la question migratoire par les autorités mauritaniennes. Le chef de la diplomatie malienne, tout en reconnaissant le droit de Nouakchott en tant qu'État souverain à prendre des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité, milite pour une relocalisation respectueuse de la dignité humaine. Il est essentiel de souligner que le Mali, sous la direction du président de la transition, reconnaît pleinement la souveraineté de la Mauritanie et son droit légitime de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et protéger ses citoyens, un souci que nous partageons également au Mali. Toutefois, ce que nous avons transmis au nom du président Goïta à son frère le président Ghazouani, c'est la nécessité, lors de ces opérations de rapatriement, de s'assurer que cela se fasse dans le respect de la dignité humaine. Nos deux pays ne sont pas seulement liés par la présence de communautés respectives, mais aussi par des liens historiques de fraternité et de proximité géographique. Et pour matérialiser ces liens historiques de fraternité et de proximité géographique, la partie mauritanienne s'engage à fournir toutes les facilités pour régulariser la situation des Maliens afin qu'ils puissent obtenir des titres de séjour. Ceci accompagné des conditions sécuritaires nécessaires. Nous avons également reçu l'assurance du président de la République islamique de Mauritanie quant à son engagement à garantir que les Maliens continuent d'être bien accueillis en Mauritanie, qu'ils puissent y exercer leurs activités et que toutes les facilités leur soient accordées pour régulariser leur situation, notamment en obtenant des titres de séjour. Il est important que nos citoyens entreprennent les démarches nécessaires pour obtenir ces documents de résidence, et respectent les lois du pays d'accueil. Dans tous les États, il existe des lois qui doivent être observées. Pour rappel, cette rencontre diplomatique intervient à un moment clé où la Mauritanie et le Mali font face à des défis sécuritaires communs, notamment la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le dialogue entamé à Nouakchott vise à apaiser les tensions et à renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Merci à vous, Nguéné. Nous vous parlons d'un pays en difficulté, cette fois hors des frontières du continent. En Corée du Sud, ce 27 mars, le bilan en pertes humaines de l'incendie historique qui y sévit s'est alourdi aux dernières nouvelles de 28 morts selon les autorités locales. Par ailleurs, 37 000 personnes ont été évacuées en urgence et des dizaines d'autres blessées. L'économie de la situation dans cet élément. La Corée du Sud est aux prises avec les incendies les plus destructeurs de son histoire depuis 1987. Ce 27 mars, le bilan en pertes humaines s'est alourdi de 27 morts selon les autorités locales. Parmi les victimes, des personnes âgées, 3 pompiers et un pilote d'hélicoptère dans un crash en zone montagneuse alors qu'ils participaient à la lutte contre les flammes. Cela fait plusieurs jours qu'une dizaine d'incendies ont été déclarés dans le sud-est du pays et ces derniers se sont transformés en brasiers impressionnants qui ont causé des pertes matérielles sur des lignes téléphoniques, des habitations et même des routes. Les premières conséquences qui ont été enregistrées ont fait état de 37 000 personnes évacuées en urgence et des dizaines de blessés à en croire le ministère sud-coréen de l'Intérieur et de la Sécurité qui n'a pas manqué de préciser que le bilan pourrait s'alourdir davantage dans les prochaines heures. Sur le terrain, ce sont 35 810 hectares de forêt que des milliers de sapeurs-pompiers et des centaines de soldats essayent de libérer des flammes d'une violence rare. Ces derniers sont appuyés dans leurs efforts par l'armée américaine qui se déploie à l'aide d'hélicoptères depuis le sud du pays où elle possède des bases militaires. Quant aux interrogations sur les causes d'une telle catastrophe naturelle, le changement climatique est pointé du doigt. En effet, les autorités locales évoquent la modification du régime des vents et de la sécheresse qui échappe à chaque saison aux méthodes conventionnelles de lutte contre les incendies. Par ailleurs, les villages de Hawe et Byeongsang-Sewon, 2 sites classés au patrimoine de l'UNESCO qui attirent de nombreux touristes, sont menacés par ces feux dont les acteurs du sauvetage tentent de protéger avec acharnement. Des précipitations ont été annoncées par les météorologues ce 27 mars avec l'espoir qu'elles viennent en aide aux pompiers. L'année 2024 a été déclarée la plus chaude jamais enregistrée en Corée du Sud avec une température annuelle moyenne de 14,5 degrés Celsius, soit 2 de plus que
la moyenne des 30 dernières années. Des solutions telles que la culture des arbres à feuilles caduques comme les pins chargés de résine huileuse sont évoquées par les experts afin de ralentir à l'avenir la propagation des feux et mieux protéger les biens, les personnes et l'environnement. Et sur l'affaire du financement libyen à présent, ce 27 mars, le parquet national financier de Paris a requis une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 300 000 € et de 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de l'ancien président français. Durant 3 jours de réquisition, les magistrats du parquet national financier ont dépeint un système de corruption de grande ampleur, accusant Nicolas Sarkozy d'avoir conclu un pacte de corruption avec l'ancien dirigeant libyen Mohamed Kadhafi. Selon le procureur Sébastien Delatouane, l'ancien chef de l'État se serait engagé dès 2005 dans une quête incessante de financement occulte pour assouvir ses ambitions politiques. L'accusation souligne une corruption de haute intensité, impliquant également ses proches collaborateurs, dont Claude Guéant et Brice Hortefeux, contre lesquels 6 et 3 ans de prison ont été requis. Écoutons respectivement dans cet extrait les réactions de Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrin, les avocats de Nicolas Sarkozy, aux côtés de Vincent Bengrart, avocat de l'association Sherpa, représentant la partie civile. Aucune trace de financement n'a été trouvée. Aucune trace de demande de financement n'a été trouvée. Le parquet a complètement changé son histoire parce qu'au fur et à mesure du dossier, il est apparu que les deux fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, n'existaient pas. Le document de Mediapart est un faux mensonger et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. On a entendu des peines complètement hors sol, sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, comme si on n'avait pas eu 3 mois d'audience, comme si le parquet n'avait pas reculé à de nombreuses reprises sur différents points. Ceux qui ont participé ou assisté à l'audience les ont en tête. Et en dépit de tout ça, et comme le disait Jean-Michel Darrois, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Et c'est le premier à avoir bénéficié de ce pacte de corruption, bénéficié à des fins politiques, bénéficié parce qu'on peut penser évidemment qu'il a été le cerveau et qu'il a embarqué à la fois Brice Hortefeux et qu'il a aussi embarqué Claude Guéant. Même si, honnêtement, on ne peut pas penser non plus que Claude Guéant et Brice Hortefeux aient été totalement naïfs dans cette opération, parce qu'au contraire, on voit des faits d'enrichissement qui sont tout à fait notables. Aujourd'hui, on vient de voir un ministère public requérir une peine de 7 ans d'emprisonnement, ce qui est une première dans la Ve République, pour des faits de corruption. Et je pense que non seulement c'était une réquisition qui était attendue en France, mais aussi à l'étranger, parce que ça montre qu'en France, nous avons une justice indépendante et qu'elle n'est pas fragile lorsque des personnes ont piétiné l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, sur cette actualité se referme cette édition de For You Midi. C'est toujours un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information. On continue. Indeed, ladies and gentlemen, thank you for your keen attention. Thank you for watching. Do have a great day and great weekend in company of our numerous programs.